Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Gilbert Doctorow, analyste des affaires internationales, historien et auteur de livres tels que War Diaries, The Russia-Ukraine War. Bienvenue dans l'émission. J'aimerais vous interroger sur l'état des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Car comme nous le savons tous, von der Leyen et Trump ont conclu un accord commercial entre les États-Unis et l'UE. Et pour beaucoup de gens, moi y compris, cela ressemble plus ou moins à une capitulation totale et à une subordination, quelque chose qui pourrait, je suppose, modifier la relation entre l'UE même et les États-Unis, mais aussi quelque chose qui pourrait saper la cohésion interne de l'Union européenne elle-même. Étant donné que vous êtes basé à Bruxelles, que comprend réellement cet accord? Et pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? L'accord conclu en Écosse comporte deux aspects importants. Le premier, dont tout le monde parle, concerne les tarifs douaniers. Ceux-ci sont désormais fixés à 15% en général, contre 25% provisoire avant la conclusion de l'accord. Mais cela ne couvre pas tous les produits et services. Les avions ou les pièces d'avion, par exemple, ne sont pas inclus. Ils bénéficient d'un taux de tarif bien plus bas. D'autres produits feront encore l'objet de négociations. Par exemple, les vins et spiritueux, qui intéressent particulièrement l'un des principaux pays de l'UE, à savoir la France, seront probablement négociés à un niveau différent, plus bas, conformément aux souhaits des Français. Mais si l'on considère les tarifs, ils restent élevés par rapport à la situation au début de l'année. C'est moins que les tarifs dramatiques et désastreux dont Trump avait parlé avant de négocier un accord. Et cela va-t-il inciter l'industrie manufacturière européenne à traverser l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis, au détriment de l'emploi en Europe? Ce n'est pas tout à fait clair. On discute très peu de ce que l'Europe vend réellement aux États-Unis et de la vulnérabilité de ces produits à une perte de part de marché due à une augmentation des prix. C'est un sujet que nous pourrons peut-être aborder, mais ce à quoi je pense, ce sont les produits de masse, des produits achetés et utilisés par la grande majorité de la population. Ce ne sont généralement pas des produits européens, ce sont des produits chinois. Les produits européens comprennent beaucoup de biens de luxe, et ces biens de luxe sont vendus à des personnes aisées pour qui une taxe de 15% ne fera pas une grande différence. Ainsi, l'impact réel de cet accord en Écosse sur les ventes européennes aux États-Unis reste à déterminer. On ne peut pas encore faire de déclaration définitive, car ce n'est pas terminé. Il y a ces négociations en marge. Mais ce qui a le plus marqué, et bien sûr ce qui a impressionné les observateurs de tous bords politiques, d'ailleurs, pas seulement les observateurs anti-américains ou pro-américains, non, tous les observateurs sont arrivés à la même conclusion. C'était, comme vous le dites, une capitulation. Pour le dire autrement, c'était une énorme humiliation pour l'Europe. Dandelion est allée en Écosse, la casquette à la main, plus ou moins comme une mendiante, et non pas en négociant en position de force, comme j'aime le dire ces temps-ci. Au contraire, elle négocie en position de faiblesse, et par crainte que l'absence d'accord ne débouche sur une guerre tarifaire qui pourrait coûter 5 millions d'emplois à l'Europe. Elle était donc soumise à une pression énorme pour s'attirer les faveurs d'un homme dont elle sait qu'il la méprise. Trump n'a jamais caché cela, et elle s'en est sortie avec quelque chose qui n'est pas trop terrible. C'est le consensus, encore une fois, des observateurs ici en Europe. Ce n'est pas trop terrible, mais c'est mauvais. Et c'est particulièrement mauvais à cause de la manière dont cela a été obtenu, car cela a démontré qu'il n'y avait aucun levier du côté européen. Mais ce n'est qu'un aspect de l'histoire. L'autre aspect de la discussion était l'engagement de l'Europe à acheter pour 650 milliards de dollars d'hydrocarbures américains, c'est-à-dire du gaz naturel liquéfié et du pétrole,
au cours des 3 prochaines années. Cela pourrait avoir un impact bien plus important sur l'Europe dans toute cette discussion sur les tarifs, car cela fige la situation non compétitive des produits européens sur les marchés mondiaux. Le principal facteur de la désindustrialisation de l'Allemagne, qui s'est produite au cours des 3 dernières années, au moins, a été la destruction des gazoducs Nord Stream, lorsque l'Europe a renoncé à acheter davantage de gaz russe par pipeline et de pétrole bon marché. Cela a été un facteur décisif rendant l'économie allemande non compétitive. Cela a également été un facteur déterminant dans la fermeture complète de secteurs entiers de l'industrie. Ceux qui étaient fortement dépendants de l'énergie bon marché, comme la fabrication du verre par exemple, et bien sûr les engrais. Ces secteurs ont été durement touchés, et l'impact sur les engrais, bien entendu, a été répercuté sur les consommateurs par une hausse des prix de tous les produits frais, qui sont produits avec moins d'efficacité et des rendements plus faibles lorsque les engrais sont utilisés plus parcimonieusement parce qu'ils sont désormais coûteux. Donc cet aspect n'est pas mis en avant dans l'actualité, alors qu'il le mérite. Comme je l'ai dit, cela fige le statut non compétitif des produits européens sur les marchés mondiaux. Maintenant, ce chiffre peut-il être atteint? C'est une autre question. Vont-ils réellement y parvenir sur une période de 3 ans? Ce sont de véritables points d'interrogation. Les États-Unis exportent actuellement pour 80 milliards de dollars d'hydrocarbures par an vers l'Europe. Passer de là à 215 milliards de dollars par an représente un énorme saut, d'autant plus qu'il n'est pas évident que l'Amérique dispose de la capacité de production nécessaire pour honorer les commandes si elles devaient arriver. Tout cela est donc discutable. Mais si cela devait se réaliser, si d'une manière ou d'une autre, les États-Unis parvenaient à atteindre ces exportations et que l'Europe pouvait les absorber, cela porterait un sérieux coup aux économies européennes. Et les Européens, les partisans modérés de l'atlantisme, ont cherché désespérément à expliquer pourquoi ils étaient si désavantagés lors des négociations avec Trump, comment il a pu les vaincre et faire en sorte que von der Leyen s'agenouille devant lui et lui baise la bague. C'est un sujet de débat parmi eux. Le principal quotidien belge francophone, Le Soir, attribue le problème à la trop grande dépendance de l'Europe vis-à-vis des exportations pour stimuler la croissance économique. Or, cet argument n'est pas convaincant pour quiconque connaît le commerce mondial, puisque c'est précisément la formule que la Chine a utilisée et continue d'utiliser avec tant de succès pour atteindre sa croissance énorme, actuellement 5% par an. Alors qu'au premier trimestre 2024, les Européens affichaient une grande satisfaction d'avoir une croissance du PIB de 0,1%. To have 0.1% GDP growth. Eh bien, le véritable dilemme de l'Union européenne n'est-il pas qu'elle dépend du commerce extérieur, mais plutôt qu'elle dépend excessivement des États-Unis en tant que partenaire. Car il semble que l'UE souhaite entretenir une dépendance fiable envers les États-Unis, comme cela a été le cas au cours des décennies précédentes. Et pour ce faire, elle doit gagner, la bienveillance ou l'affection de l'Amérique en obéissant à ses injonctions. Ce qui inclut la réduction de ses liens économiques avec des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et tous les adversaires des Américains. Mais en cherchant à gagner l'amour de Washington, elle s'isole davantage sur la scène internationale et devient encore plus dépendante des États-Unis. Donc, en s'engageant uniquement auprès des États-Unis, cela va-t-il renforcer la relation avec Washington ou au contraire la fragiliser en donnant aux Américains trop de pouvoir dans ce partenariat? Renforcer signifie-t-il pour les deux parties? Bien sûr que non. Renforcer l'influence américaine sur l'Europe? Certainement. La question est, pourquoi l'Europe s'est-elle soumise à cela?
Était-ce nécessaire? Quelle était la considération primordiale? Je pense qu'il y a une certaine compréhension parmi de nombreux observateurs que la force motrice était la défense. Ils espéraient qu'en restant proche de Trump, en se soumettant à sa volonté, ils pourraient maintenir un dialogue avec lui et le convaincre de faire ce qu'il souhaite, par-dessus tout, c'est-à-dire continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Car de manière arbitraire, ils ont fait de cela une menace existentielle pour eux-mêmes, afin que les dirigeants restent au pouvoir. For the sake of the leadership staying in power. That is to say, they're singing and dancing and moving. Autrement dit, ils chantent, dansent et passent de l'histoire des 3 dernières années, selon laquelle la Russie doit être vaincue, à l'histoire actuelle, qui est que nous devons rester unis. Nous avons besoin que les dirigeants actuels restent au pouvoir, car c'est la seule façon de réarmer l'Europe et de nous préparer à une guerre avec la Russie qui pourrait avoir lieu dès 2029. C'est le récit actuel que les dirigeants en place dans 25 des 27 pays de l'UNOMEMRAN présentent à la presse et au grand public, à la fois comme argument de réélection et pour obtenir du soutien. Cela repose sur la même illusion que celle dont ils ont fait preuve dans leur compréhension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis le début. L'illusion ici est qu'ils pensent pouvoir persuader M. Trump de quoi que ce soit. Ils ne le peuvent pas. Et ils écoutent ce qu'il dit, ce qui est une grave erreur. M. Trump n'a que du mépris pour la presse. Il n'a que du mépris pour la plupart des dirigeants européens. Il sait qu'ils sont faibles, qu'ils sont lâches, qu'ils sont conformistes et qu'ils se laisseront intimider. Et c'est essentiellement ce qu'il est lui-même. C'est un tyran. C'est un tyran qui a réussi ce tour de passe-passe. Et il leur dit une chose tout en faisant autre chose. Ce qu'il fait, c'est arrêter les livraisons à l'Ukraine. Ce qu'il fait, et c'est un point que nous pouvons approfondir, c'est probablement aider et encourager l'éviction de Zelensky du pouvoir et son remplacement par quelqu'un capable de négocier un traité de paix avec les Russes. Ils vont donc être amèrement déçus. Ils ont fait un pari, ils se sont laissés humilier dans le but de poursuivre une guerre avec l'aide américaine, ce qui n'arrivera pas. Ceci est un commentaire que j'ai fait il y a longtemps à Munich, lorsque Vance a prononcé ce discours. Je faisais remarquer que les efforts des Européens pour montrer leur loyauté envers les États-Unis, au lieu d'être récompensés, notamment par Trump, mais aussi d'une manière plus générale au sein de la classe politique, leur valent en réalité un certain mépris pour leur manque de courage ou leur incapacité à défendre leurs propres intérêts. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de nombreuses personnes également. Donc, l'hypothèse ici est que l'on conclut un accord humiliant, une forme de subordination, et que d'une manière ou d'une autre, cela serait récompensé par le maintien de la présence américaine en Europe. Mais les Ukrainiens ont également fait la même supposition avec cet accord sur les minerais. Si nous signons simplement cet accord, alors Trump sera engagé dans le conflit ukrainien. Mais on pourrait avancer l'argument inverse. Il pourrait rentrer chez lui et dire à son peuple, « Regardez, j'ai récupéré notre argent. Maintenant, nous pouvons partir. » Je veux dire, voyez-vous cela? Vous avez dit qu'il commettait une erreur en pensant qu'il resterait impliqué. Mais comment percevez-vous l'engagement de Trump envers l'Europe dans les mois à venir? Parce qu'il a tenu des propos beaucoup plus agressifs envers les Russes. Est-ce essentiellement ce que les Européens se sont achetés avec ce terrible accord commercial? Eh bien, il laisse tout le monde dans l'incertitude, y compris ceux qui ont tout misé sur une relation réussie avec Trump lors de l'accord conclu par une poignée de main le week-end dernier en Écosse. Il les laisse tous dans le doute. Même hier, une expression d'horreur a été relayée par les grands médias d'Europe occidentale, selon laquelle Trump s'apprêtait à conclure un accord avec Vladimir Poutine,
qui serait extrêmement destructeur pour toutes les ambitions de l'UMMR. Je ne pense pas qu'il va conclure un tel accord. Je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit à offrir aux Russes qui pourrait les persuader de céder d'une quelconque manière sur leur conduite de la guerre, alors que la victoire sur le terrain est si proche d'être atteinte. Donc cela aussi, c'est absurde. Mais ils sont incertains. Les Européens ici espèrent qu'ils l'ont accroché et qu'ils pourront le convaincre en lui montrant ces actes terribles de bombardement que les Russes commettent actuellement à Kiev et ailleurs. Ils pensent pouvoir le persuader en utilisant Melania, peut-être, ou toutes sortes de dirigeants qu'ils croient ou veulent croire, capables d'amener Trump à changer d'avis, dans l'espoir qu'il n'est pas un homme sérieux, qu'il n'a pas de vision à long terme, et qu'il peut être influencé d'un jour à l'autre par quelqu'un qui lui murmure à l'oreille. Tout cela est faux, complètement faux. Néanmoins, cette idée persiste largement sur la nature de M. Trump ici en Europe occidentale. Et puis, il y a la relation spéciale avec Keir Starmer, qui semblerait démontrer la validité de telles hypothèses concernant Trump. Mais aussi, Starmer est allé en Écosse. Trump n'est pas descendu à Londres. Il était également un solliciteur. Et la relation là-bas avec les Britanniques, il bénéficie de l'accord tarifaire le plus avantageux parmi tous les pays avec les États-Unis, avec un tarif de 10%. Et ils s'en vantent. Mais ils ont toujours des droits de douane de 50% sur l'acier, qui est un produit d'exportation très important vers les États-Unis. Ainsi, les Britanniques ont reçu l'espoir d'occuper une position privilégiée avec les États-Unis par rapport à l'Europe. Mais cela peut changer à tout moment. Et je pense qu'encore une fois, en regardant la politique, qui se positionne où? M. Starmer est à la tête du Parti travailliste, qui est, disons, à gauche du parti de M. Trump. Je ne pense pas qu'il jouisse d'un véritable respect. Trump fait les choses à sa manière. Et il obtient une rencontre avec le roi, très bien. Il aime le faste et la cérémonie. Mais je ne pense pas qu'il soit réellement influencé dans l'élaboration de sa politique par ses actes superficiels, d'une manière ou d'une autre, avec tel ou tel dirigeant d'État. Il a sa propre volonté d'imposer des sanctions aux États-Unis sous forme de droits de douane dans le but de réindustrialiser le pays. Et je ne pense pas que ce soit une proposition vaine. Non, mais certaines de ces menaces, pourtant, semblent se transformer en action. Eh bien, je pense surtout à ce que Trump fait avec les Indiens, c'est-à-dire imposer ces droits de douane supplémentaires et les justifier par leur commerce avec les Russes. Et c'est pour cela que je me demandais aussi, ces 10 jours qu'il a imposés. Enfin, c'était 15, maintenant c'est 10 jours. Évidemment, cela pourrait redevenir 50 à nouveau. Donc ces délais n'ont pas forcément de signification, mais la question se pose de savoir pourquoi il se rendrait vulnérable en fixant ces délais dès le départ. Alors, quel est le raisonnement ici? Qu'essaie-t-il d'accomplir? Et sinon, quand la Russie, comme on peut s'y attendre, ignore cela, que se passera-t-il au 10e jour? Eh bien, il y a des spéculations sur le 11e jour, mais permettez-moi de compliquer l'analyse en évoquant ce dont parlent les Russes dans leurs émissions de débat. Je pense que c'est une perspective différente de ce que disent mes homologues aux États-Unis et en Europe occidentale. Et la question est, pourquoi ces 10 jours? De quoi s'agit-il exactement? C'est parce que les 50 jours expire de façon peu commode le 3 septembre, et ce qui est bien trop proche de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, qui sera marquée par la visite de chefs d'État du monde entier à Pékin. Poutine sera présent, mais je pense que 20, 30, voire plus de chefs d'État du monde entier seront là. Et M. Trump veut y être. He wants to have his face-to-face meeting with
Il souhaite avoir sa rencontre en face à face avec Xi à ce moment-là. Et il pourrait également profiter de cette occasion pour avoir une rencontre en face à face avec Poutine. Donc je pense qu'en tenant compte ou en reconsidérant à quel point la clôture du 3 septembre était inopportune à la lumière de la nouvelle ambition de rencontrer Xi à Pékin, ce qui est soutenu par plusieurs autres éléments, notamment son refus de permettre au président de Taïwan de se rendre à New York. Je pense que toute leur visite aux États-Unis a été annulée, dans le but d'éviter tout conflit embarrassant avec les Chinois qui pourrait compromettre son invitation aux festivités à Pékin. Donc, dans cette optique, il s'agit d'un objectif totalement différent en ce qui concerne ces échéances. Il y a plus d'un facteur à prendre en compte lorsqu'il fixe ces échéances. Quand on regarde les Européens, il y a un développement étrange. Ils semblent aujourd'hui se concentrer uniquement sur la politique étrangère. Comme tu l'as mentionné avec Starmer, c'est particulièrement vrai au Royaume-Uni, où ils consacrent très peu de temps aux questions intérieures. On pourrait dire la même chose de Macron. Et encore une fois, cet accord commercial semble aussi sacrifier beaucoup de priorités nationales, comme le développement de l'économie et la gestion des questions sociales. Tout cela est relégué au second plan afin de s'attirer les faveurs des Américains, encore une fois pour des objectifs de politique étrangère, aussi insensés soient-ils, comme la poursuite de la guerre en Ukraine. Mais combien de temps penses-tu que cela peut durer pour les Européens? Parce que cela revient à aggraver la catastrophe d'avoir d'abord coupé les liens avec l'énergie russe, puis bien sûr la destruction de Nord Stream. Penses-tu que l'instabilité politique permettra la ratification d'un tel accord ou pas vraiment? Eh bien, une chose que je voulais aborder, c'est ce que nous entendons par « européen » et qui élabore la politique européenne. J'ai relu mes documents remontant à 2015 en préparation du 3e volume de mes mémoires. En 2015, je me concentrais beaucoup sur l'Allemagne. J'en ai parlé lors de plusieurs conférences et j'ai écrit à ce sujet dans ce que je considère comme une analyse politique très importante, publiée dans Comparative Politics à MGIMO, l'université russe qui forme les diplomates. Ce que je disais à l'époque, c'est que la politique européenne se fait à Berlin et que c'est un secret bien gardé. En 2015, tout comme en 2025, tous les postes clés des institutions européennes sont désignés par l'Allemagne. Ils ont été nommés par des Allemands. Et ils ont nommé, dans le cas présent, von der Leyen a nommé des personnes comme Karas, Sarasson Lini, de Poloth, Freien Suakup. Ils représentent de petits pays avec un poids significatif par rapport aux 450 millions d'habitants de l'UE. Ce sont souvent des personnes qui manquent de poids intellectuel, comme Kallas, qui peuvent être dominées par une personnalité forte et volontaire, comme von der Leyen. C'est-à-dire que le commissaire, la présidente de la Commission, la présidente du Parlement, oui, elle est italienne, mais elle est nommée par la majorité, qui est dominée par le Parti populaire européen, lui-même dominé par les chrétiens démocrates. Tous les fils mènent à Berlin, tout comme en 2015, lorsque Juncker était là. Oui, bien sûr, il était luxembourgeois, mais c'était un homme faible qui a été nommé et soutenu par Merkel parce qu'elle savait qu'elle pouvait le contrôler, puisque il y avait des scandales autour de lui. Tout comme Tusk, à l'époque, il a été nommé président du Conseil européen. Tusk, qui parlait à peine anglais mais très bien allemand, d'ailleurs, c'est elle qui l'a nommé. Et personne ne s'est soucié de se demander quel était le lien allemand dans cette affaire. Il était sous sa coupe. Voilà comment c'était en 2015. C'est toujours pareil aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est que les Allemands aujourd'hui
ne se cachent plus derrière les institutions de l'UMLN et déclarent ouvertement qu'ils veulent devenir, par exemple, la principale force militaire en Europe. Alors, qui est l'Europe? L'Europe, c'est l'Allemagne. Monsieur Merz est la voix décisive pour savoir si les sanctions, les droits de douane proposés par von der Leyen seront adoptés, ainsi que pour de nombreuses autres décisions politiques. Votre question sur la politique étrangère. C'est ce que l'on fait quand on est en train de perdre et qu'on ne peut pas contrôler la politique intérieure. Vous parlez de dirigeants très impopulaires. Keir Starmer a perdu le contrôle du Parti travailliste sur les questions intérieures. Il a subi un revers très important lorsque ses réformes concernant le soutien aux plus démunis, la richesse et les allocations ont été rejetées par son propre parti et vidées de leur substance, alors qu'ils espéraient réaliser d'importantes économies dans le budget. Starmer est très faible sur les questions intérieures. Par conséquent, il ne peut qu'espérer briller sur les questions internationales, où personne ne peut vraiment le contredire. Il en va de même pour Macron. Sa position intérieure est négligeable. Il bénéficie de très peu de soutien populaire. Il parcourt donc le monde, s'exprimant comme Monsieur France et attirant l'attention de la presse. Service imports guktuala grotu. Mais qu'est-ce que cela dit de l'avenir de l'Union européenne, justement? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un accord désastreux, mais comme vous l'avez suggéré plus tôt, l'image renvoyée n'était pas bonne non plus. C'est-à-dire von der Leyen se rendant au terrain de golf de Trump en Écosse. Eh bien, l'avantage général, je suppose, ou l'attrait de l'Union européenne depuis le début, a toujours été ce pouvoir de négociation collective. Le fait qu'il puisse négocier en position de force, avec évidemment les États-Unis comme partenaire le plus important, afin d'établir une certaine égalité entre l'Europe et les États-Unis, plutôt que d'avoir 27 États membres qui négocient chacun de leur côté. Mais si l'on regarde en arrière, dans les années 90 et au début des années 2000, c'était aussi le principal argument de vente de l'Union européenne. Elle pouvait instaurer cette interdépendance asymétrique avec son voisinage et le reste du monde. C'est-à-dire que, lorsque l'UE s'asseyait pour négocier un accord commercial avec un autre État, la Moldavie ou n'importe qui d'autre, l'UE pouvait dicter toutes les conditions, et non seulement obtenir un accord économique favorable, mais aussi transformer cela en pouvoir politique. Ainsi, elle imposait des conditions politiques à l'échange commercial, ce qui devenait une forme de gouvernance externe, raison pour laquelle de nombreux universitaires qualifient l'Union européenne de puissance réglementaire ou de superpuissance réglementaire. Si vous voulez commercer avec nous, vous devez suivre nos règles. Ce modèle impérial est peut-être un peu exagéré, mais malgré tout, que va-t-il advenir de l'UE même maintenant? Il n'y a pas d'égalité avec les États-Unis. L'UE membre a, comme vous l'avez dit, baisé l'anneau de Trump et ses subordonnés. Et aussi, avec le reste du monde, alors que la puissance économique de l'UE continue de décliner, ses dirigeants paraissent de plus en plus incompétents et corrompus, incapables de parvenir à des accords appropriés. Toute cette géopolitique semble devenir de plus en plus. Eh bien, je veux dire, si vous êtes allemand et que vous voulez conclure un bon accord commercial avec les Chinois, vous ne venez pas avec l'UE, parce qu'ils viendront avec leurs objectifs géopolitiques, ce qui signifie insulter les Chinois à la place. Alors, qu'est-ce que cela dit sur l'avenir de l'Union européenne? Est-ce une sentence de mort? Ou est-elle en train d'expirer? Comment l'interprétez-vous? Ce n'est pas un bon signe, du moins, je dirais. Pour me détendre, j'allume souvent YouTube et je regarde simplement ce qu'il propose. Parmi les vidéos géopolitiques, il y a beaucoup de vidéos d'animaux, en particulier sur les chiens. Je pense à l'une de ces petites vidéos qui met en scène un berger allemand et un Golden Retriever. Ils sont au milieu d'un labyrinthe. Et le Golden Retriever dit « Nous sommes condamnés. L'Europe est condamnée. La configuration actuelle est condamnée.
Cela ne peut pas continuer. Ils font baisser directement le bien-être des gens de manière mesurable. Comme je l'ai écrit récemment, le réaménagement du budget belge, mis en place par le nouveau gouvernement fédéral dominé par les Flamands, supprime des avantages qui faisaient l'excellence des services médicaux. Des coupes sévères, c'est typique. Les coupes sont effectuées pour faire place au programme de réarmement en pleine expansion. Et tout cela est le résultat d'une politique étrangère complètement erronée. Je me demande simplement quand cela atteindra un point critique, et si nous verrons des manifestations similaires à celles que nous avons vues à Kiev il y a une semaine. Cela ne peut pas durer éternellement. Il est aberrant que la direction nationale en Belgique, ainsi que dans 25 des 27 autres États membres de l'Union européenne, agissent directement contre les intérêts des citoyens qui les ont élus. Cela devient de plus en plus évident à mesure que les budgets sont révisés pour supprimer des prestations au profit de l'augmentation de la production d'armes dans le but de mener une guerre inutile, motivée par la même ambition personnelle que celle de M. Netanyahou dans sa guerre à Gaza. C'est désormais ouvertement dénoncé par la presse occidentale. Ce n'est pas seulement une supposition de gens comme vous et moi. Il est admis par le courant dominant que Netanyahou mène une guerre pour éviter d'aller au tribunal et en prison. Je dis la même chose de tous les dirigeants européens. Ils poussent à la réarmement pour éviter d'être mis à la porte là où ils devraient être, parce que les budgets qu'ils soumettent aux États membres sont impopulaires. Ils sont contre le peuple. Cela ne peut pas continuer. Et donc, je suis d'accord avec ce Golden Retriever. Nous sommes condamnés. Eh bien, si nous allons examiner comment cela va affecter l'Europe, alors évidemment, étant donné que le principal objectif de cet accord commercial était d'impliquer les Américains et de les engager dans le projet ukrainien. Mais aussi, comme vous l'avez dit, beaucoup d'élites politiques là-bas considèrent que leur maintien au pouvoir à Bruxelles dépend de la poursuite de la guerre en Ukraine. Encore une fois, la poursuite de la guerre en Ukraine est nécessaire pour garder l'Amérique en Europe. Elle est nécessaire pour maintenir ses élites politiques au pouvoir. Mais au-delà de cela, nous voyons aussi que non seulement l'Union européenne, mais aussi les États membres européens ont misé beaucoup de leur légitimité politique sur la défaite de la Russie. Et pas seulement la légitimité politique. C'est toute l'économie qui a été engagée et sacrifiée. Alors, que se passera-t-il lorsque la guerre en Ukraine sera finalement perdue? Eh bien, cela dépend de ce à quoi ressemble une défaite. Mais ce que les Européens promettaient, détruire la Russie et faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, tout cela, évidemment, n'arrivera pas. Et je pense que c'est une question importante maintenant que Zelensky semble être dans une position quelque peu affaiblie. Il n'est apparemment plus la réincarnation de Churchill. Et soudainement, pour les Européens, il y a quelques semaines, il était considéré comme de la propagande russe de dire qu'il était un autoritaire. Maintenant, tout à coup, c'est permis. Alors, que voyez-vous arriver pour Zelensky et l'Ukraine? Et comment cela affectera-t-il l'Europe une fois que nous aurons finalement perdu cette guerre? Ce n'est pas seulement permis aux chaînes YouTube, c'est aussi permis au Financial Times. Ils ont utilisé ce mot dans le titre d'un article traitant de la nouvelle loi retirant leur indépendance aux agences anticorruption. Il est désormais discrédité, et il est discrédité dans la presse anglo-saxonne en particulier, des deux côtés de l'Atlantique. Maintenant, la question que je me pose est la suivante. Qui était derrière l'organisation des manifestations qui ont eu lieu? Les manifestations de masse qui ont eu lieu à Kiev et dans d'autres grandes villes d'Ukraine au cours de plusieurs jours la semaine dernière, contre la loi, ce qui a finalement conduit à l'abrogation de la nouvelle loi et au rétablissement
de ce que l'on dit être l'indépendance de ces agences. Independence of these agencies. The speculation in, now again, I will share Les spéculations, et encore une fois, je vais partager avec votre public ce que disent les Russes à ce sujet, sont que nous pouvons nous attendre, dans un avenir immédiat, à des procès très scandaleux. Déjà hier, il y a eu un signe avec la nouvelle première ministre, qui est sur le point d'être inculpée pour pratique de corruption, pour avoir utilisé, avec Yermak, le chef de l'administration présidentielle, des avions ukrainiens qui ne doivent être utilisés qu'à des fins d'État. Elle, en tant que première ministre, a le droit de les utiliser. Yermak, non. Il était assez évident qu'elle faisait cela pour l'homme qui la soutient, qui la protège, M. Yermak. Elle faisait ce voyage avec lui, pour son bénéfice à lui, pas pour le sien. Voilà donc, le premier domino à tomber. Dans les prochaines semaines, de très graves accusations vont être portées contre des personnes de l'entourage proche de Zelensky et probablement contre Zelensky lui-même. Nous sommes désormais dans les dernières étapes du mandat de Zelensky. La question est, qui pousse cela le plus? Est-ce la Grande-Bretagne, avec le MI6, qui a aidé à faire en sorte que la police et l'armée ukrainienne n'attaquent pas les manifestants? Ou était-ce la CIA? Il y en a deux. On pourrait dire qu'autrefois, il ne faisait qu'un, mais ce n'est plus le cas, car les États-Unis et la Grande-Bretagne ont pris des chemins différents concernant la guerre en Ukraine. Pour que les Britanniques aient fait cela, il s'agirait de remplacer Zelensky, probablement par Zaloujny. Rappelons-nous que depuis 1 an et demi, Zaloujny, qui a été le chef des forces armées ukrainiennes pendant plusieurs années et qui était considéré, notamment par les Américains, comme un bon candidat pour remplacer Zelensky, a été éloigné de Kiev et exilé à Londres, précisément pour éviter qu'il ne se retrouve à l'intérieur du pays. Capable de rallier du soutien si l'Occident lui faisait signe comme successeur potentiel de Zelensky. Eh bien, il attend son heure à Londres. Il a appris l'anglais parce qu'il ne savait pratiquement pas dire 2 mots quand il est arrivé là-bas. Et il s'est retrouvé là parce qu'il avait dit à l'époque ce qui était vrai, à quel point les Ukrainiens étaient en train de perdre la guerre. Et cela était inacceptable pour Zelensky. Voilà une possibilité. Un autre candidat, celui que je pointe du doigt du côté américain, c'est une histoire très différente. Dire que Zaloujny serait mis en place si l'intention était de poursuivre la guerre et d'avoir quelqu'un qui ait plus de crédibilité auprès des fournisseurs d'armes américains et ouest-européens à l'Ukraine, parce que c'est un véritable militaire. Et ces ordres ne seraient pas des coups de communication comme ceux de Zelensky, mais auraient un véritable fondement militaire. Maintenant, l'autre chose, je dis que les Américains ont probablement un autre plan. S'ils sont derrière tout cela, c'est sans doute pour installer quelqu'un comme Umerov, qui est actuellement le chef des négociations à Istanbul. Umerov est un civil, Umerov est un tatar de Crimée, un musulman, d'ailleurs il parle probablement un peu d'arabe, un peu de turc, ce serait logique. Il a été une personnalité de premier plan lors des rencontres ukrainiennes avec les États du Golfe. Plus important encore pour les États-Unis, c'est leur homme. Lorsqu'il était au lycée, il a passé 1 an aux États-Unis, vivant dans une famille américaine. Lorsqu'il est revenu, qu'il a terminé ses études supérieures et qu'il est devenu un homme d'affaires prospère dans le secteur des hautes technologies, gagnant beaucoup d'argent, il a créé des bourses pour les Ukrainiens à l'université de Stanford. Pourquoi l'université de Stanford? Pourquoi les États-Unis? Ainsi, il a un lien avec l'Amérique, ce qui est toujours perçu favorablement. Il n'a pas d'épouse américaine, mais on ne peut pas tout avoir. Il conviendrait donc parfaitement aux Américains comme remplaçant, et il est raisonnable de supposer qu'il pourrait et voudrait
négocier un traité de paix avec les Russes. Non pas sur la base absurde d'une capitulation russe, mais sur quelque chose qui se rapproche des exigences russes. Oui, c'est intéressant cependant. Bien sûr, la personne qui remplacera Zelensky sera un bon indicateur de ce qui est prévu pour l'Ukraine, si elle continuera la guerre ou non. Mais oui, je me souviens de l'époque où il semblait que Zelensky était sur un terrain très instable, et je pensais qu'il allait peut-être partir. Et puis au lieu de cela, bien sûr, il a envoyé Zaloujny à Londres, ce qui est assez intéressant. Donc je suppose que Zelensky... Eh bien, des gens comme Arestovich ont dit qu'il partirait probablement. Je m'attendrais aussi à ce qu'il aille à Miami ou dans le sud de la France. Mais il y aura beaucoup de pression à l'avenir pour qu'il revienne en Ukraine. Il s'est fait beaucoup d'ennemis et il serait très difficile d'intenter une quelconque procédure pénale contre lui. Cependant, c'est ma dernière question. Que soyez-vous l'évolution de la guerre à partir de maintenant? The war progressing from here, though. Is peace agreement now completely Un accord de paix est-il désormais complètement exclu? Ou cela dépendra-t-il de la personne qui succédera à Zelensky? Il semble qu'il serait possible d'obtenir un accord sur la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire revenir à Istanbul. Le problème, c'est le plus, l'Istanbul plus, les concessions territoriales. Ce serait particulièrement humiliant de devoir reconnaître des territoires saisis qui ne sont même pas encore totalement sous contrôle russe, c'est-à-dire les 4 régions. Mais à mesure que la Russie progresse sur le terrain, cette humiliation ne serait-elle pas atténuée? Autrement dit, les Russes contrôlent de plus en plus de territoires. En d'autres termes, l'écart entre ce qu'ils exigent et ce qu'ils possèdent déjà se réduit. Voyez-vous une possibilité que quelqu'un en Ukraine accepte ces conditions? Car vous avez dit qu'elles sont assez draconiennes. C'est, vous savez, la première fois que l'on dit que les Russes ont des exigences très élevées envers l'Ukraine. Ce sont des exigences particulièrement élevées lorsque vous réclamez l'annexion d'un territoire que vous n'avez même pas encore conquis sur le champ de bataille. Je pense que ce problème sera résolu avant septembre. Il est tout à fait concevable que la Russie atteigne le Dniepr. Chassiv Yar a été disputé pendant plus de 6 ou 7 semaines. Il s'agit d'un centre logistique qui a été âprement contesté, très bien armé, protégé, fortifié, et les Russes ont finalement réussi à le prendre ces derniers jours. Le prochain grand centre est Pokrovsk, que les Russes appellent Krasnoyarsk. Il fait maintenant face à des troupes russes aux abords de la ville. Cela dure depuis des mois, bien sûr, cette progression. Les Russes font traîner les choses parce qu'ils ont voulu éviter les combats rapprochés, qui peuvent coûter très cher en vies humaines des deux côtés. Ils mènent principalement leur guerre à Pokrovsk par des bombardements aériens, des tirs d'artillerie, etc., ce qui leur coûte très peu en soldats et officiers perdus, mais est extrêmement dévastateur pour le camp ukrainien. Une fois qu'ils auront pris Pokrovsk, ce sera un boulevard jusqu'au Dniepr. Donc, je pense que s'ils prennent Pokrovsk dans les prochaines semaines, ils s'empareront de l'ensemble du Donetsk, et peut-être de Zaporizhia d'ici septembre. Ensuite, les Russes pourront se montrer généreux dans les conditions d'un règlement, car ils n'auront pas à marchander pour obtenir des territoires qu'ils ne voulaient pas conquérir au sol. Ce serait donc un bon moment pour chercher un règlement, ce qui coïncide à nouveau avec la date limite initiale de M. Trump, fixée au 1er jour de septembre, en prévision de la réunion générale des grandes puissances à Pékin pour célébrer le 80e anniversaire de la fin de la guerre du Pacifique. Je pense que ces éléments convergent, et donc j'anticiperai un changement de direction à Kiev dans ce laps de temps, orchestré soit par les États-Unis, soit par les Britanniques. Cela dépendra de la possibilité de négocier un traité de paix,
Mais sur le terrain, les Russes auront obtenu ce qu'ils voulaient. But on the ground, the Russians will have gotten what they want. Yeah, I think people. Oui, je pense que les gens se concentrent souvent sur les lignes de défense. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à l'ouest de Pokrovsk. Mais comme vous l'avez souligné, dans cette guerre en particulier, la logistique est vraiment importante. Ces centres logistiques, Chassivyar, Kupiansk aussi, qu'on peut inclure ici, et Pokrovsk, je pense qu'ils seront très importants pour franchir la dernière étape vers le Dniepr. Donc, eh bien, merci comme toujours. C'est toujours un grand plaisir d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Donc merci encore. Et pour ceux qui souhaitent vous suivre, vous avez votre Substack. Et bien sûr, je mettrai un lien vers votre livre. Y a-t-il d'autres endroits où les gens peuvent vous retrouver? Non, cela résume bien la situation. S'ils consultent le Substack, qu'ils regardent simplement les derniers numéros, car je suis particulièrement fier, comme je le dis, de 2015, qui a été une année remarquable pour comprendre qui est qui en Europe. Oh, merci encore. Thanks again.